Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur Sport en France pour un nouveau numéro de Sport Stream. J'espère que vous allez bien. Chaque semaine dans le canapé un athlète pour une discussion en tête à tête. Bandeau vissé sur la tête, il parcourt le monde, raquette à la main. 2025 sera sûrement une très belle année pour lui, mais 2028 sera au-dessus de tout. J'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau ce soir Victor Crouin, numéro 1 français, numéro 12 mondial de squash. Ça va Victor, tu vas bien? Ça va Super, pareil. Ramener la coupe à la maison de VG Dream. Et oui, on est totalement dans l'actualité, Victor, puisque tu as fait une petite pause dans le calendrier, tu as pu un peu récupérer. Tu as fait ton retour sur les cours et tu t'es imposé. Tu as ramené la coupe à la maison, la coupe du Stade Français. Ouais, c'était un tournoi de reprise pour moi. Ça faisait plaisir de jouer en France. On n'a pas cette opportunité si souvent. Donc voilà, toujours essayer de revenir à la compétition après quelques semaines d'entraînement avant de commencer les choses sérieuses à New York cette semaine. Ouais, ça faisait un mois qu'on t'avait pas vu sur les cours. Réellement, tu prends combien de temps de vacances, Victor, quand tu fais un mois comme ça sans compète? Est-ce que tu coupes vraiment totalement ou tu es toujours un peu dans l'entraînement? Non, c'est 3 à 5 jours de repos avec le voyage. Et puis on est vite de retour sur les terrains. Après, il y a eu la première semaine où c'était Noël, donc c'était assez tranquille, où il faut être un peu flexible et passer un peu du temps avec la famille. Mais les 2 dernières semaines ont été assez intenses. On a aussi eu quelques phases de tests qui ont été mis en place, traditionnelles. Au très haut niveau, on a des cours entièrement vitrés qui nous permettent de mettre le terrain un peu partout dans le monde, dans les plus beaux endroits du monde, comme devant les pyramides en Égypte. C'est le plus bel endroit? Désolé, je te coupe, mais c'est le plus bel endroit, les pyramides là, du Caire? C'est, on va dire, l'un des endroits les plus mythiques, Ouais. parce que l'Égypte domine aujourd'hui notre discipline. Après, je sais que j'ai quand même un attachement à notre pays, et que ce soit les internationaux de France au Cirque d'hiver, au Palais de Tokyo ou ceux qui ont été joués aussi à Nantes. On a quand même des très beaux tournois qui ont lieu aussi en France. Voilà, après on est aussi à Hong Kong, on est dans des grosses la forces gare. du squash, de pouvoir Oui, bien sûr. déplacer ce cours vitré dans les plus beaux endroits du On monde. est par exemple dans la gare centrale de New York, qui est un des tournois aussi les plus prestigieux sur le tour. Donc voilà, on peut jouer un peu partout. Une des grosses spécificités du squash, c'est aussi on joue sur la même surface de terrain, donc il y a pas mal de contacts. Il y a pas mal de contacts quand on joue, et c'est quand même un aspect du jeu qui prend de plus en plus de place. Et il faut réussir à faire avec. Je le rappelle quand même, mais vous en avez peut-être déjà l'habitude de voir du squash sur Sport en France, et ça va se poursuivre, puisqu'un accord historique entre Sport en France, la PSA et la Fédération française de squash a eu lieu. On va vous proposer des tournois internationaux, beaucoup de tournois internationaux, des compétitions mondiales, des événements nationaux également, ainsi que des magazines et des reportages. Comment ça a été reçu cette nouvelle par les acteurs du squash, les joueurs, les joueuses? Ouais, bon, on va de bonne nouvelle en bonne nouvelle. On a eu l'accession du squash au JO à LA en 2028, donc c'est déjà une grande victoire pour nous de faire partie de la famille olympique, du moins pour une édition. Et puis notre gros point faible, c'est notre médiatisation. On est très peu sur les plateaux télé, on a très peu d'images à la télé, et c'est vraiment ce qui nous manque pour réussir à faire revenir du monde sur les terrains de squash, surtout en France. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle, et puis maintenant c'est à nous de faire le boulot, à faire vibrer les fans, et puis que ça permette de partager un maximum d'images sur les plateaux télé. Squash TV, une plateforme qui diffuse tous les événements de squash depuis quelques années, fait d'ailleurs un superbe travail, mais c'est des commentaires en anglais. Là, d'avoir des commentaires en français, de pouvoir dire aussi à ta famille, à tes amis, tiens, regardez Sport en France, vous allez pouvoir suivre un de mes matchs avec des commentaires français. Je suppose que c'est quelque chose aussi un peu d'exceptionnel et peut-être d'un peu inespéré il y a encore quelques années, non Victor? Bien sûr, Squash TV a fait un très beau boulot, et pendant longtemps on nous a dit que c'était compliqué de regarder du squash parce qu'on ne pouvait pas suivre la balle. Maintenant la qualité d'image est quand même très très bonne, il y a tous les ralentis possibles. On a encore moyen à progresser, mais le fait qu'on passe maintenant sur une chaîne gratuite en France, je pense que ça va nous permettre de mettre un boost à la discipline, et de rendre le squash plus médiatisé, et puis
personnellement, oui, que j'ai ma famille, mon entourage, mes amis qui puissent me regarder à la télé, c'est très motivant. Et puis les commentaires, c'est vrai que l'anglais est quand même une barrière en France et qu'on puisse avoir des commentateurs en français, ça va nous permettre de faire aussi de la pédagogie, de faire connaître notre sport dans ses spécificités. Et ça, c'est très positif. Ouais, et puis je ne sais pas qui commente, mais on m'a dit que les commentaires sont assez excellents quand même. Ça fait plaisir. Non, je rigole, on va rester quand même les pieds sur terre, mais ça fait très très plaisir de pouvoir commenter en tout cas le squash, de vous accompagner avec Lucas Vauzel et puis d'autres consultants. On prend beaucoup de plaisir à vous voir jouer. Je me dis, quand on est joueur, on y pense un peu. Quand tu sais que tu es diffusé par exemple sur Sport en France, que c'est des commentaires français, est-ce que c'est dans un coin de la tête ou tu es tellement focus sur la compète que tu ne penses même pas du tout à une diffusion? Non, je dirais que sur le terrain, on est vraiment faux. Enfin, il y a déjà tellement de choses à prendre en compte sur le terrain qu'on est vraiment focus. Après, ce qui est cool, c'est quand on peut re-regarder nos matchs en replay et qu'on met le son à côté, où c'est assez marrant de pouvoir vivre les émotions comme les spectateurs ont pu le vivre. Bon, Victor, rentrons dans le vif du sujet. Début 2025, évidemment, c'est l'heure de faire le bilan aussi de 2024. 2024, ça marquait ta 3e année consécutive en tant que joueur professionnel à plein temps. Mais qu'est-ce que tu retiens de cette année 2024, Victor? Ouais, j'ai eu une année 2022-2023 vraiment exceptionnelle, même au-dessus de mes attentes. Je suis rentré dans le top 10 mondial après seulement quelques mois sur le tour. Alors, je jouais déjà depuis 2017. Mais je faisais à côté mes études, donc je n'étais pas vraiment joueur professionnel. Et c'est vraiment à partir de 2022-2023, quand j'ai été diplômé, que je me suis mis à fond dans le squash. Et ce n'est pas la même chose quand on se lève tous les jours avec cet objectif en tête de vraiment arriver tout en haut de la hiérarchie mondiale, de devoir aussi penser au côté financier. Ça devient vraiment un job plus que juste une passion. Et il faut savoir trouver un bon équilibre entre le fait que ça soit notre métier. Il y a beaucoup de sollicitations en dehors du terrain aussi, que ce soit pour des matchs par équipe, des prestations dans des clubs ou des plateaux télé. Et puis plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a des attentes derrière nous et il faut savoir performer le plus régulièrement possible. Voilà, donc 2023-2024 ça a été un peu plus compliqué. Je suis descendu au classement, alors je suis 12e mondial. Oui. Ça reste très honnête. Ça reste très honnête, mais voilà, aujourd'hui mon objectif c'est de revenir dans le top 10 et dans le top 8 mondial pour pouvoir à nouveau viser plus haut. La compétition est de plus en plus dense. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et il y a des jeunes de 20 à 21 qui commencent à monter. Il y a aussi ceux qui sont un peu plus âgés, qui ont beaucoup d'expérience et avec les JO de LA qui se sont dit que ça valait le coup de rester encore sur le tour 3 ans. Donc voilà, la compétition est vraiment forte en ce moment. Et c'est très motivant aussi, hein, je veux dire. J'ai aussi appris à mettre un peu moins de valeur au classement et de revenir un peu plus sur le terrain, à l'entraînement, à réfléchir à comment devenir un meilleur joueur, à me renouveler aussi parce qu'on a commencé à analyser mon jeu un peu plus aussi. C'était quelque chose que tu avais du mal à faire avant, tu étais très focalisé sur le classement et ça pouvait un peu te bouffer entre guillemets? Disons que depuis que je suis rentré sur le tour professionnel, je suis monté chaque année, j'ai été meilleur au classement. Donc c'était pas une obsession, mais c'était vraiment un gage de réussite, de me dire que oui, j'ai fait des efforts à l'entraînement, j'ai des résultats, je performe sur le tour professionnel et ça se voit au classement. Donc quand je suis redescendu un peu au classement, ça m'a remis en question aussi un peu, mais je pense que c'est une phase importante de ma carrière et c'est ce qui va me permettre aussi de passer ces paliers et d'un jour rentrer dans le top 5. Et moi, mon objectif ça a toujours été d'être numéro 1 mondial. Donc voilà, donc je suis toujours attaché à cet objectif. Et depuis l'accession du squash au JO de LA, j'ai aussi un peu remodelé mes programmations pour penser un peu plus au long terme. D'où le fait que le classement a un peu moins de valeur et mon objectif vraiment c'est d'être en pic de forme à LA pour gagner cette médaille historique.
Et tu l'as dit, Victor, c'est vrai que tu as eu une ascension assez fulgurante où tout te réussissait, où vraiment on se disait, mais ce joueur n'a pas de limite. Et la saison dernière a été un peu plus compliquée, un peu plus délicate. C'est la première fois que ça t'arrivait dans ta carrière. Alors ça fait partie d'une carrière de sportif de haut niveau, hein, c'est totalement normal. Mais comment tu as su gérer ces moments? Tu t'es appuyé sur des personnes en particulier? Tu t'es fait aider? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, alors bah, j'ai mon père qui est mon Ouais, coach de toujours, Emmanuel. qui est toujours présent avec moi dans les meilleurs comme dans les moins bons moments. Et on a beaucoup discuté. On a essayé de ce que je disais aussi, de changer un peu notre programmation, essayer de vraiment faire en sorte d'être rigoureux dans cette programmation pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait vraiment des blocs d'entraînement assez longs pour pouvoir garder cette motivation. Souvent il faut un peu de temps pour Ouais. pouvoir mettre des choses en place. Et donc, si on finit par aller à un tournoi, rentrer 5 jours, puis repartir, c'est dur de voir le progrès au court terme. Donc voilà, essayer de passer un peu plus de temps à l'entraînement et ensuite faire des tournées de 2-3 tournois pour monter aussi en puissance. Donc on a été un peu plus rigoureux là-dessus. Et puis j'ai aussi fait appel à un préparateur mental pour essayer de... Tu n'étais pas du tout suivi avant? Si, de ce j'étais point de vue-là. suivi, mais un peu moins rigoureusement. Ok. J'ai aussi essayé de faire ce travail avec mon père, qui est mon coach, mais le fait que ce soit mon père, c'est difficile d'aborder l'aspect mental. J'ai aucun problème à travailler sur la technique, la tactique ou le physique, mais le côté mental, ça rentre dans quelque chose d'un peu plus Bien personnel. sûr. Et c'est un peu plus à accepter quand c'est fait avec son père. Donc je suis allé. C'est aussi notre force à tous les deux, c'est on a toujours travaillé ensemble, mais il m'a toujours conseillé d'utiliser toutes les ressources qui peuvent être utiles autour pour vraiment performer, pour performer quoi. Donc j'ai cette aide d'un préparateur mental qui est anglais aujourd'hui. Et puis, il y a pas mal de ressources qui ont été mises en place par la fédération depuis l'accession du squash au JO pour essayer de creuser un peu plus dans comment devenir un meilleur joueur et comment arriver au top de ma forme au JO. Donc, on essaye de mettre en place pas mal d'analyses de données avec un data scientist. On a fait des tests à l'hôpital de Marseille pour connaître de manière un peu plus poussée notre VO2 max et nos points forts et nos faiblesses physiques pour pouvoir vraiment mettre en place un programme d'entraînement physique et rivaliser avec les meilleurs joueurs. Ouais, les détails. Bah justement, tiens, tu me fais une parfaite transition. Rivaliser avec les meilleurs joueurs, c'est ce que tu as fait en fin d'année 2024 au championnat du monde par équipe, où vous prenez encore une médaille de bronze, hein, comme en 2023. Demi-finale contre l'Égypte, tu passes à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts, de battre le numéro 1 mondial, quadruple champion du monde, Ali Farag, un joueur quasiment imbattable sur le circuit, tout le monde le connaît, un joueur référence. Et franchement, ce match, on y a cru, je peux te dire. On était au commentaire avec Lucas Vauzel. Tu nous as fait un début de match, mais fantastique. 11-1, je crois, sur le premier jeu. Ouais. Comment ça s'est passé dans ta tête, Victor, quand tu mènes comme ça, quand tu fais un début de match aussi efficace, où tu le surdomines? Tu t'es vu gagner ce match-là? Ouais, bah tu vois, je regarde les images, c'est encore un match que j'ai du mal à regarder Ah ouais. tellement. Tu l'as revu entièrement Non, déjà? je ne l'ai pas revu entièrement. Et il faut vraiment que je le fasse parce que je pense que c'est certainement un de mes. Ça reste une défaite, mais c'est certainement en termes de niveau un des plus beaux matchs de ma carrière jusqu'à maintenant. Donc il faut vraiment que je le regarde pour vraiment me rendre compte du niveau que j'ai produit sur 2 jeux et 3 quarts. J'étais vraiment, tu disais à deux doigts, mais vraiment 2 points C'est ça. de gagner. Troisième jeu qui va au tie-break, hein, où Ouais, vraiment bien ça passe à sûr. rien non plus. J'arrive vraiment à le mettre dans l'inconfort et à faire en sorte que chaque coup soit tranchant et lui fasse mal. Et c'est vraiment dur avec un joueur comme Ali qui a une défense de fer, qui a une anticipation vraiment bonne. C'est vraiment le joueur qui lit le mieux le jeu et du coup c'est presque déstabilisant parce que c'est difficile de jouer le coup et il faut se dire mais il va anticiper le prochain coup.
Donc ça devient très compliqué mentalement. Et puis c'est notre numéro 1 mondial depuis plus d'un an. Ouais. Il perd très peu de matchs, il est très régulier. Donc ouais, le faire sous le maillot de l'équipe de France, ça me tenait vraiment à cœur. Après, je suis passé à 2 points. Il faudra réussir à passer ce cap à un moment donné. Après, c'est pour ça que je crois encore en mes rêves et cette place de numéro 1 mondial, parce que je sais que je suis capable de battre les meilleurs joueurs du monde. Je l'ai déjà fait. Maintenant, il faut que ça soit fait de manière plus régulière et que j'arrive à vraiment asseoir mon ascendance en haut du classement mondial, quoi. Il t'a parlé, Ali Farag, à la fin du match ou pas? Vous êtes échangé quelques mots, Victor? Ouais, bah, on échange très très souvent parce qu'on est allé dans la même université, donc on est assez proches. C'était un match un peu tendu quand même. C'est vrai que c'est ça qui est difficile en fait quand tu joues des joueurs avec qui tu es très proche. Et cette spécificité du squash à être vraiment sur la même surface de terrain rend l'aspect mental très très important. Et j'ai vraiment voulu lui montrer que sur ce match, il n'y avait pas d'amis sur le terrain et que j'allais vraiment le bouffer si je pouvais. Ouais. Et donc ouais, ça a été un peu tendu par moments, mais voilà, en dehors de cours, il y a aucun problème. On en a discuté un peu. Il a toujours eu des mots assez forts pour moi et c'est vraiment un honneur et puis à être aussi bon sur le terrain comme en dehors, il nous force aussi tous les joueurs super gars, vraiment Ali Farag. à progresser et essayer d'arriver à son niveau parce que voilà, aujourd'hui il domine notre discipline et puis sur ce match encore il montre à quel point il est un champion. Il est au bord d'une défaite quand même qui est dure pour lui et il est très patriote aussi, donc perdre avec le maillot de l'Égypte, ça aurait été quand même très conséquent pour lui, je pense, personnellement. Donc ça montre à quel point il est un champion de réussir à retourner le match et à gagner en 5 jeux. Alors difficile de faire beaucoup mieux quand on tombe en demi-finale contre l'Égypte. Une médaille de bronze tout de même. Et puis le squash qui est un sport très individualiste, je suppose que décrocher une médaille comme ça, encore une nouvelle médaille, avec tes coéquipiers, avec Grégoire Marche, avec Sébastien Beaumalet, avec Baptiste Mazzotti, il y a un petit truc en plus. Ouais, alors c'est vrai que pour nous c'est toujours très difficile les compétitions par équipe parce qu'on est d'abord un sport individuel et il faut savoir se réunir pour une semaine avec un objectif collectif. Ça n'a pas toujours été la meilleure entente entre tous les joueurs de l'équipe de France. Ouais. Il y a beaucoup de renouveau aussi avec Grégory Gauthier qui a pris sa retraite et qui était notre indiscutable leader dans tous les compartiments du jeu. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une grosse compétition entre tous les joueurs. Et on essaye au quotidien de remettre un peu plus de collectif aussi, de travailler ensemble pour essayer que quand on arrive sur une compétition par équipe, on soit soudés et qu'on soit tous à se battre pour le même objectif. Tu l'as senti là sur cette compétition, parce que ce qu'il faut préciser aussi pour nos téléspectateurs, c'est que c'était la première fois dans l'histoire que les championnats du monde masculins et féminins étaient disputés simultanément. Donc je suppose que voilà, ça crée aussi une ambiance, comme tu dis, un collectif soudé avec une seule équipe de France, féminine, masculine. Ouais, alors déjà être soudé dans notre équipe masculine, c'est déjà quand même un étape par étape. C'est déjà un bel effort. Je pense que on a nos 2 championnats qui ont lieu en même temps, mais on a des programmations et des horaires de matchs différents, donc il faut vraiment qu'on se focalise sur notre performance. Après, on partage des moments en dehors de la compétition. Quand on va déjeuner ou dîner, parfois on essaye de regrouper les 2 équipes. Mais déjà, on essaye de créer une bonne entente d'équipe entre nous, les hommes. Et puis après, si on peut passer du temps tous ensemble, on le fait. Mais oui, c'est une équipe de France qui est quand même très homogène en termes de niveau. On a Grégoire Marche qui est notre doyen aujourd'hui. On a des jeunes derrière aussi qui essayent de
de venir prendre la place. Donc c'est un écosystème très, très sain parce que ça force tout le monde à être de plus en plus rigoureux et faire les efforts pour mériter sa place. Voilà, aujourd'hui, je suis numéro 1 français et je suis donc leader de cette équipe. Mais voilà, j'essaye de faire mon boulot individuellement à cette place de numéro 1 et de montrer l'exemple par mon attitude. Mais c'est toujours des compétitions qui sont très fortes en émotion, qui demandent beaucoup d'énergie. Et voilà, et du coup, quand il y a des victoires, les émotions sont décuplées, et quand il y a des défaites, ça fait encore plus mal. Mais c'était encore une belle médaille de bronze, je pense. C'est toujours important pour nous d'être sur le podium, et puis chaque année, on essaye d'aller viser un peu plus loin. Des émotions, on espère qu'on va en vivre aussi avec toi quelques heures après la diffusion de l'émission. Vous allez pouvoir retrouver Victor sur le court. Ouais, il se change vite, hein, Victor. Il a le temps de faire en quelques heures Paris-New York et aller sur le court pour disputer son premier tour du tournoi des champions. Donc un tournoi où il y a tous les meilleurs joueurs du circuit, un tournoi de niveau Platinum. Un tournoi qui t'avait super bien réussi aussi il y a tout pile un an en arrière. Tu avais accédé aux demi-finales en battant notamment Paul Cole qui était numéro 2 mondial, hein, je crois à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, une performance magistrale. Tu débutes ce tournoi face à Miguel Rodriguez, un Colombien, un joueur très expérimenté, très spectaculaire, 16e mondial. Qu'est-ce que tu en penses, Victor, de ce premier tour? On sait que c'est difficile avec ces nouveaux tableaux de 32 joueurs sur les tournois Platinum. Ça devient de plus en plus complexe. Oui, bah, y a plus un match facile aujourd'hui. Sur les plus gros tournois, il y a vraiment le niveau s'est resserré un peu entre tous les joueurs. Alors on a un top 4 mondial qui est quand même bien placé, mais après de la 5e à la 50e place mondiale, si on n'est pas à 100% de nos capacités le jour J, on peut passer à la trappe. Donc d'où l'importance de la programmation et de vraiment arriver en forme sur chaque tournoi. Miguel Ángel Rodriguez, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés aujourd'hui sur le tour. Un jeu assez atypique, très spectaculaire à voir jouer, très physique. Donc la tactique, c'est toujours de rendre le match un peu ennuyeux, parce que si on arrive dans ce mode un peu spectaculaire, bah, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Donc voilà, il faut réussir à être cadré. Je l'ai déjà battu plusieurs fois sur le tour. J'ai pas mal de réussites contre lui, mais il m'a déjà battu aussi. Donc il a les clés aussi pour me créer des soucis sur le terrain. Donc il va falloir, comme d'habitude, être vraiment bon, vraiment en place tactiquement pour pouvoir prendre le dessus sur ce joueur. Et puis ça m'amènerait à jouer certainement Paul Cole, qui est numéro 3 ou 4 mondial en ce moment. S'il arrive à passer Auguste Dussour, mon coéquipier d'équipe. Paul Cole que tu avais battu du coup, l'an voilà, dernier. Paul Cole que j'avais battu en quart de finale. Ça m'a permis d'atteindre les demi-finales. Voilà, donc je pense qu'il aura à cœur de remettre les pendules à l'heure. Mais voilà, moi j'essaierai de revivre les mêmes émotions, faire un match aussi abouti. Et puis comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai les capacités pour battre les meilleurs joueurs au monde. Donc maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Justement, Victor, tu nous parles un peu là, de Miguel Rodriguez, de son style de jeu. On veut aussi en apprendre plus sur toi. Les téléspectateurs ont envie de te découvrir. Ouais. Parle-nous un peu de ton style de jeu, Victor, de qualité, de tes défauts dans le squash, bien évidemment. À part si tu veux ouvrir sur la vie en général, c'est comme tu veux. Bah, souvent, on se rend compte que le joueur qu'on est sur le terrain, il reflète quand même un peu nos qualités et nos défauts en dehors du terrain aussi. Mais j'ai toujours, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été assez petit par rapport à la moyenne. Donc ça, je connais, ça va. Donc j'ai toujours manqué de puissance par rapport aux autres joueurs. Donc ça m'a permis de développer un jeu qui est beaucoup plus basé sur la variation, sur l'intelligence de jeu. Essayer de varier les zones sur le mur frontal, essayer de varier les zones sur le terrain arrière et avant, utiliser les murs latéraux, les angles. Donc j'ai un jeu assez développé avec beaucoup de réponses dans chaque coin du terrain. Et j'aime beaucoup utiliser cette variation de coups pour pouvoir amener mon adversaire à la rupture.
Après, maintenant, j'ai développé une certaine puissance parce que c'est un peu obligatoire pour essayer de dépasser ses adversaires sur le fond du terrain. Autrement, ton adversaire finit par être à hauteur du thé et à tout voler. Donc j'ai réussi à développer cette puissance, surtout pendant la période du Covid. C'était une période où il y a eu beaucoup de temps, donc j'ai pu faire des changements un peu plus enfin un peu plus fondamentaux. Et voilà, donc j'aime bien utiliser un peu toutes les zones du terrain, utiliser mon intelligence de jeu. J'ai un physique assez petit, mais je suis très endurant, ce qui me permet d'avoir une bonne couverture du terrain aussi. Voilà, aujourd'hui, là où j'ai plus du mal, c'est du côté physique au niveau des contacts qu'il peut y avoir sur le terrain, et essayer à réussir à m'imposer un peu plus, que ce soit à prendre ma place ou à dépasser les interférences. Tout ce qui est décision d'arbitrage, c'est tout un aspect du jeu où il faut que je progresse. Et puis savoir gérer les moments importants, savoir fermer le sac quand on a réussi à prendre un break de 3 points, ou quand on arrive, tu vois, comme le match d'Aïf Arag à 9-6, 9-7 au troisième, savoir vraiment être assez lucide pour, quand l'opportunité arrive, vraiment la saisir et garder le destin du match entre mes mains, quoi. Ouais, on parle du physique et tu fais bien aussi d'aborder l'aspect mental parce que c'est un sport où ça joue énormément dans la tête, où au cours d'un match on passe par toutes les émotions, clairement. Comment tu fais pour gérer ça, toi, Victor? Oui, bah, c'est toujours aussi le revers de la médaille. Je parlais d'intelligence de jeu, j'analyse beaucoup mes matchs. Je suis beaucoup dans la réflexion, que ce soit en dehors ou sur le terrain, et parfois ça peut me desservir. Il y a des T'aimerais joueurs, plus déconnecter le cerveau parfois? ouais, voilà, il y a des joueurs qui réfléchissent beaucoup moins sur le terrain, et qu'ils soient à 0-0 ou à balle de match, c'est la même chose pour eux. Moi, je peux ressentir cette émotion qui monte quand j'arrive près du but, et il faut savoir réussir à rester dans le moment présent, et à vraiment considérer chaque point comme, comme, comme juste réussir avec les mêmes enjeux, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que je travaille depuis un petit moment, mais il y a toujours cet équilibre à trouver entre rester soi-même et puis amener un peu plus de relâchement pour pouvoir laisser aussi parler son jeu. Je pense qu'à un moment, le boulot, il a été fait à l'entraînement, et on peut dire que l'entraînement, c'est la science, et sur le terrain, après, ça devient un art, et il faut réussir à se faire confiance, et vraiment à lâcher le bras une fois qu'on est en compétition. Et puis un autre aspect aussi, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est quand ton sport devient ton métier, qu'il y a toutes les attentes et les enjeux derrière, réussir à garder cette passion pour notre sport et ce plaisir quand on est sur le terrain, ça reste quand même un jeu. L'objectif, c'est quand même de divertir un public. Nous, en tant qu'athlète de haut niveau, on recherche la médaille et la victoire. C'est un peu ce qui nous anime au quotidien, mais on reste quand même un sport qui a pour but de divertir et de propager des valeurs. Donc c'est important de le garder en tête quand même quand on est sur le terrain, quoi. Il y a pu y avoir des moments, justement, Victor, je sais que tu te livres assez aussi facilement sur tout ce que tu ressens. Le sujet de la santé mentale est énormément abordé depuis quelques temps, et heureusement, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a eu des moments, des courtes périodes ou plus longues, à toi de me dire, où tu as perdu un peu cette flamme, cette passion pour ta discipline? Je pense que j'ai toujours été assez bon pour trouver un équilibre, et j'ai toujours eu cet équilibre entre les études et le sport. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai vraiment essayé de garder des sortes de hobbies sur le côté pour vraiment, quand je sors de l'entraînement, pouvoir un peu switch off et passer à autre chose. Pour moi, les études, c'était important aussi, parce que quand ça se passait pas forcément aussi bien que je le voulais dans les études, je pouvais vraiment me mettre à fond dans le squash. Et quand il y avait, voilà, quand le squash ça allait un peu moins bien au niveau des résultats, je pouvais me focaliser un peu plus sur les études. Après, oui, je pense que cette année 2023 a été plus compliquée quand je suis redescendu au classement. Et mon coach, mon père, me l'a fait remarquer que je me levais le matin et qu'il sentait qu'à l'entraînement, je partais au boulot parce que c'est un métier, parce qu'il fallait que j'aille m'entraîner, mais il y avait moins cette passion
qui était présente, cette curiosité de vraiment vouloir progresser sur chaque entraînement. Et donc dans ces périodes-là, il faut aussi savoir se donner aussi le temps de retrouver cette motivation. Puis repenser à pourquoi on joue depuis tant d'années, essayer de remettre les choses en perspective, se rendre compte qu'il y a autre chose aussi dans la vie que juste le squash. Ouais. Et au quotidien, trouver voilà, un bon équilibre entre notre métier et tous les à côté, quoi. Ouais, et puis se fixer de nouveaux objectifs. Évidemment, des objectifs, il y en a énormément, dont un peut-être un peu plus haut que les autres, Los Angeles 2028. Victor, j'ai envie de dire enfin, après de nombreuses candidatures refoulées, le squash va devenir en 2028 un sport olympique. Ouais, pour tout te dire, on avait un peu mis ce rêve de côté une fois que la candidature à Paris 2024 a été refusée. C'était vraiment, je crois que c'était la troisième ou la quatrième candidature qu'on faisait qui avait été refusée. Donc à ce moment-là, on s'est vraiment dit que... Toi, tu t'es dit, c'est mort, ça ne sera jamais olympique. Ouais. Dans un moment, j'abandonne. On abandonne. En plus, c'est pas entre notre main, quoi. C'est pas nous qui prenons la décision. Donc on a quand même la chance d'avoir un circuit professionnel qui permet de vivre de notre sport, ce qui n'est pas le cas de tous les sportifs olympiques aujourd'hui. Tu en vis bien ? Oui, top 10, top 20 mondial, on en vit très bien même. Alors par rapport au tennis, c'est pas les mêmes ordres de grandeur, mais on en vit bien mieux que la plupart des sportifs olympiques. Donc ça, c'est notre grande chance quand même, c'est de pouvoir avoir un circuit professionnel solide, plus solide d'ailleurs que parfois le tour, le circuit de tennis de table ou des autres sports de raquettes qui sont olympiques. Donc voilà, donc on s'est dit on va se focaliser là-dessus, essayer de continuer à faire grandir notre circuit professionnel. Et puis si ça arrive sur la table, très bien. Mais c'était vraiment quand ça a été annoncé officieusement, personnellement, j'y ai pas cru, quoi. Ouais. Tu te rappelles exactement du moment où tu apprends que le sport devient olympique ? On était à l'US Open en octobre 2023 et on commence à nous dire que le sport va être au JO à LA. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est une blague. On va attendre l'officialisation, quoi. Moi, j'y croirai quand ça sera officiel. Et puis, quelques semaines plus tard, c'était officiel. Et alors qu'on avait toujours fait des candidatures très publiques, où on avait essayé d'amener toute la communauté squash dans le projet, cette fois-ci, tout s'est fait un peu dans l'ombre, dans l'arrière-plan. Vraiment très peu de personnes qui avaient été mis au courant et dans la boucle, pour essayer de promouvoir le squash auprès du comité olympique de LA. Voilà, et on a eu quand même un investissement d'un philanthrope sportif de LA, donc je pense que ça a joué dans la balance à la fin. Aujourd'hui, notre objectif maintenant, c'est de vraiment faire en sorte qu'on soit encore en JO à Brisbane en 2032. Ouais, assurer un peu une continuité olympique. Voilà, que ce ne soit pas juste une année olympique et puis 4 ans d'Olympiade et puis c'est terminé. Ça serait quand même dommage. Mais bon, déjà on va se focaliser sur cette première Olympiade, essayer vraiment de tout donner parce qu'on n'a pas cette garantie qu'on sera là 4 ans plus tard. Ce sera peut-être notre seule épreuve olympique, donc on veut vraiment tout donner. J'ai quand même la chance d'être dans cette génération qui sera à son pic de forme pour les JO. Et tu auras 29 ans si je suis J'aurai bon en 29 ans, ouais. C'est ça. Donc c'est vraiment un privilège et puis on va essayer de ramener une médaille. Oh, tu avais reçu au Club France Victor, hein, tu étais venu faire un peu la promo du squash et puis profiter tout simplement de ces Jeux de Paris. C'était une grande fête, je suppose que tu as vibré aussi comme nous tous. Est-ce qu'il y avait quand même une part d'amertume que tu avais du mal à retirer, sachant que le squash aurait pu être à ces Jeux de Paris, mais ça n'a pas été le cas? Il y a toujours eu de l'amertume avec les JO quand on n'était pas olympique. Il y a eu de l'amertume avant les Jeux de Paris, de voir tous les athlètes français se préparer pour cet événement et de se dire qu'on restera là en tant que spectateur. Mais moi, j'ai vraiment vibré en tant que spectateur, que ce soit à la maison derrière ma télé ou à Paris quand je suis venu voir quelques épreuves. Je suis allé au Stade de France pour voir l'athlétisme. J'ai vu des épreuves de water-polo à la Défense.
Je suis venu au village, au parc de la Villette, et j'ai été présent quand le rugby à 7 a gagné cette première médaille d'or. C'était vraiment un moment extraordinaire. Et même si j'étais que spectateur, juste de pouvoir être, et je pense que tu dois ressentir la même chose, c'est vraiment d'être présent sur ces jeux. Ça a Tu te été sens chanceux en fait. Ouais. Ouais, ça a été un rêve de gamin réalisé. Et j'ai aussi essayé de prendre un maximum d'expérience pour pouvoir me dire, dans 4 ans, quand je serai à LA, j'aurais déjà un peu vécu ça de l'extérieur. Et puis, pour nous, les Jeux Olympiques, c'est une épreuve, mais c'est aussi de faire partie d'une famille. Mm. Et j'ai fait partie d'un des week-ends, du dernier week-end bleu qui sont des week-ends organisés par le CNOSF Ouais. et qui regroupent des sportifs olympiques, soit passés, soit potentiels futurs. Et tu peux ressentir ce côté famille, le fait que quand on se regroupe entre sportifs, on vit les mêmes expériences, on se comprend, on peut partager nos émotions, les moments un peu plus durs, les blessures aussi. J'ai la chance de ne pas avoir eu beaucoup de blessures dans ma carrière, mais c'est toujours des moments très compliqués pour un sportif. Et moi, c'est vraiment au-delà de l'épreuve olympique, c'est vraiment ça que je veux aller chercher, c'est de faire finalement partie de cette famille olympique, de ne pas me sentir exclu en tant que joueur de squash et de pouvoir nouer des liens avec tous les sportifs français. On a quand même beaucoup, on a beaucoup de champions, on a beaucoup d'athlètes qui sont très inspirants, donc essayer de s'entraider tous ensemble pour... j'ai l'impression vraiment quand on arrive au JO, c'est vraiment une équipe de France à part entière et on joue. Et c'est ça qui rend les JO un peu plus forts, je pense, au-delà du fait que ça soit tous les 4 ans. C'est le fait qu'on ne joue pas juste pour l'équipe de France de squash, on joue vraiment pour l'équipe de France dans sa globalité. Pour l'instant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le squash garde encore une image d'un sport assez élitiste. Oui. Est-ce que tu penses que justement ces Jeux Olympiques de Los Angeles peuvent faire entrer la discipline dans une autre dimension, changer un peu le regard des gens sur le squash? Oui, alors je ne sais pas si ce sera forcément le cas en France, tu vois. Je pense de manière générale, le sport est élitiste. Il ne faut pas se le cacher non plus. Je pense que la plupart des sportifs qui arrivent en haut, ils ont quand même eu pas mal de moyens quand ils étaient jeunes. C'est le cas de... Alors en France, c'est un peu plus social. Il y a plus d'égalité en termes de réussite dans le sport. Et il y a des sports qui sont plus populaires que d'autres, comme le foot par exemple, le rugby. Mais bon, tu vois, quand on nous dit que le squash est élitiste, je prends toujours l'exemple du tennis. Moi j'ai fait du tennis, j'ai commencé par le tennis quand j'étais jeune et mes parents ont toujours eu besoin de mettre beaucoup plus d'argent dans mes entraînements de tennis que ça a été le cas dans mes entraînements de squash. Donc c'est vrai qu'au niveau en France, ça a toujours été joué par des PDG, par des banquiers, par toute cette communauté qui aime juste se dépenser 40 minutes, qui n'a pas forcément beaucoup de temps devant soi. Mais on a beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau international pour utiliser le squash comme vecteur d'émancipation pour les jeunes qui viennent d'endroits un peu plus défavorisés, de vraiment essayer d'utiliser le squash et l'éducation pour amener les jeunes à sortir de leur milieu défavorisé et à réussir à juste être heureux en fait, de reprendre confiance en soi, de se dire qu'il y a une possibilité de faire quelque chose de sa vie, quoi. Pas juste rester dans la rue aussi. Moi je pense que quand j'étais jeune, j'avais qu'une envie quand j'aimais l'école, donc c'est pas souvent le cas quand on est jeune, mais j'aimais l'école, mais je sais que j'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir sortir pour aller jouer au ping-pong dans la cour de récré, aller jouer au bad à l'UNSS et faire mes entraînements de squash ou de tennis en dehors de l'école. Donc je sais que j'ai... Tu fais bien de le souligner, hein, l'importance du sport dans la société. C'est pour ça que c'est aussi un peu alarmant quand on voit encore une baisse du budget des sports. Bon, on se demande vers où on va finalement avec le sport. On a eu un petit... avec les jeux, on s'est dit, ah, peut-être que... Ouais, j'allais l'aborder. Je pense que... Alors,
Alors évidemment, il n'y a pas toute la France qui est derrière les JO. Il y a d'autres choses qui sont importantes comme la culture par exemple, mais le sport a cette capacité à réunir des personnes qui sont pas toujours d'accord sur tout dans la société. Et quand on voit comment on peut tous vibrer derrière les sportifs au JO, comment on peut inspirer des jeunes à prendre une raquette de ping-pong, à se mettre au rugby à 7, à venir s'inscrire dans un club d'escrime. Je pense qu'il n'y a pas mieux, je veux dire, vraiment de voir les jeunes s'épanouir dans le sport. Il y a quand même de belles valeurs à véhiculer à travers le sport. Et en tant que sportif, ça nous tient beaucoup à cœur. Bon, Victor, on a parlé sérieusement. On va finir par un petit jeu assez sympa. Des petits dilemmes sur le squash et pas que. Tu vas voir, c'est très simple, tu vas très vite comprendre. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, Victor, numéro 1 mondial ou champion du monde? Numéro 1 mondial. Ali Farag ou Grégory Gauthier? Aïe, Grégory Gauthier. L'or au JO ou 3 titres consécutifs au championnat du monde? L'or au JO. L'Open de Nantes ou le Paris Squash? Aïe. L'Open de Nantes. Oui, on rappelle que c'est l'un des plus beaux titres de ta carrière en 2022. Je crois que c'est la seule fois après une victoire où j'ai pleuré sur le terrain tellement les émotions étaient fortes. Victoire 3-0 sans suspense ou 3-2 après avoir sauvé des balles de match? 3-2 après sauver les balles de match, quand même assez... je finis quand même par faire beaucoup de matchs comme ça, donc... Attaque ou défense? Attaque. Coup droit ou revers? Revers. Frappe sèche ou amorti? Amorti. Commentateur pour un tournoi ou entraîneur pour un junior prometteur? Commentateur. Allez, super, voilà, tournoi. Victor Croin rejoint l'équipe Sport en France, c'est signé. Magnifique. Avoir un livre sur ta carrière ou un documentaire? Ah, c'est une bonne question. Il y a déjà eu un petit documentaire d'ailleurs sur toi à retrouver sur Squash TV. Les deux. Les deux. Bon, Les voilà. deux. Pourquoi choisir? J'adore la lecture, donc, et on peut mettre beaucoup plus de détails, mais je pense qu'on partage mieux les émotions sur un documentaire. Footing ou vélo? Aïe. Aujourd'hui, je dirais vélo. Léon Marchand ou Teddy Riner? Teddy Riner. Ah, c'est des dilemmes. Hein. Teddy Riner. Teddy Riner. Alors là, attention, il y en a 3. Nadal, Federer ou Djokovic? Le fameux débat, hein, à chaque fois. Et oui, moi je suis plutôt neutre, je suis plutôt pour les 3 pour leur qualité individuelle, mais j'irai sur Nadal. Nadal. Ping, bad ou tennis? Tennis. Ah ben, tu sais quoi, Victor, pas besoin de choisir, puisqu'il y a une discipline qui mélange ces 4 sports de raquette, le ping, le bad, le tennis et le squash. Tu connais bien d'ailleurs, ça s'appelle le racquethlon. Dans notre rubrique, c'est barré, tout de suite. Racquethlon, je sais plus quelle année, mais... Ouais, c'était en 2023. C'était en 2023, fin d'année 2023 au championnat de France de racquethlon en banlieue parisienne. Et alors, j'ai pas testé, mais Ouais. j'ai pu voir à quoi ça avait l'air. J'ai pu suivre la finale des championnats de France de racquethlon et bah, j'ai toujours été fan de sport de raquette et donc c'était vraiment un plaisir de regarder ça. Et pour en parler, qui de mieux que Mandrin Mouchet qui va nous rejoindre sur ce plateau, le médaillé de bronze au dernier championnat de France, véritable ambassadeur de la discipline. Ça va, Mandrin? Tu vas bien? Salut Victor. Tu vas bien? Salut, tiens, merci, ça va. Tu peux t'installer dans le canapé, Allez, Mandrin, le pour nous canapé, parler Sport en France. de cette discipline, le racquethlon, donc un mélange des 4 sports de raquette, je l'ai dit, tennis de table, badminton, squash et tennis. Et puis je te laisse poursuivre, Mandrin. Ben voilà, je crois que tu as tout dit. C'est le sport combiné des sports de raquette olympiques. Donc effectivement, on joue aux 4 sports de raquette dans l'ordre des tailles ou de poids de raquette. Donc tennis de table, badminton, squash et tennis. La différence, c'est qu'on est sur des sets en tie-break de 21 points. Ouais. Qui se cumulent au fur et à mesure du match. Et à la fin, ce n'est pas le joueur ou la joueuse au nombre de sets acquis qui remporte le match, mais bien en termes de points. Ok. Se joue au point average. Donc c'est super, vraiment ça, ouais. Parce que la ça particularité. peut créer des retournements de situation, je suppose, Exactement. rien n'est jamais fini, quoi. C'est ça, Ouais. tout à fait.
Et comment t'en es venu alors au racquethlon? Tu as testé un peu tous les sports de raquette et puis tu t'es dit pourquoi choisir? C'est un petit peu ça. Moi, j'ai un profil un peu similaire à Victor. J'avais démarré par le tennis très jeune. Et puis après, contrairement à lui, moi, je ne me suis pas lancé sur le squash. C'était plus sur le badminton pendant 15-20 ans. Et à l'âge de 26 ans, j'ai découvert cette discipline qui était davantage développée à l'étranger. Et j'ai des amis badistes qui ont monté un premier tournoi du côté de Talence, à Bordeaux, en 2014. J'ai joué pour la première fois sur ce format-là. Et puis là, ça a été tout de suite le coup de foudre, renseignements sur ce qui se faisait à l'étranger, les tournois, etc. Donc on a ensuite monté une asso pour développer cette pratique en France. Et moi, les deux sports qui me manquaient, donc tennis de table et squash, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment mis dedans, quoi. Tous ceux qui débutent le racquethlon viennent d'un sport de raquette ou alors il existe des purs produits de la discipline? Ouais, il existe des purs produits de la discipline, davantage à l'étranger, on a remarqué ça. Mais c'est vrai qu'en France, nous, c'est plus des joueurs un peu, on va dire, recyclés. C'est le bon trentenaire qui est un peu touché à tout, par exemple, et qui se dit, pourquoi pas, moi j'ai fait du bad au lycée, j'ai fait du squash quand j'étais en entreprise entre midi et 2, j'ai fait du tennis l'été, et puis j'ai toujours joué au ping-pong. Tiens, je vais me mettre au racquethlon. Je schématise un peu, mais voilà, il y a un peu de tous les profils chez nous. Après, on a des jeunes, parce qu'il y a de plus en plus de clubs, donc il y a des jeunes qui montent et qui viennent un peu sur ces écoles-là, mais ça reste quand même très récent, quoi. Alors la nation dominante au squash, évidemment, c'est l'Égypte, chez les femmes et les hommes. Au racquethlon? Alors, j'ai pas envie de nous lancer de fleurs parce qu'on n'a pas encore de titre de champion du monde. La nation dominante actuellement, ceux qui sont champions du monde cette année, c'est la Suède. C'est l'un des pays précurseurs de cette discipline parce que notre discipline, elle vient des pays scandinaves à la base, donc Suède et Finlande. Après, vous avez l'Autriche, le Danemark et la Grande-Bretagne qui, à chaque fois, tous les ans, se tirent le titre. En revanche, nous, en France, on jouit d'un fort développement, on va dire, en termes de structure, avec beaucoup de tournois, beaucoup de clubs, beaucoup de pratiques. On a le meilleur développement au monde. Ouais, et puis une grosse communauté. En tout cas, c'est une discipline qui vraiment attise un peu la curiosité. Notre journaliste Thomas Micot est venu faire un sujet sur le racquethlon lors des derniers championnats de France. Et ça a explosé sur les réseaux, cartonné, vraiment. C'est plus de 500 000 vues sur Instagram. Qu'est-ce qui fait, selon toi, Mandrin, que cette discipline plaise autant, ou en tout cas que les gens soient aussi curieux de la découvrir? Alors en fait, ça faisait quelques années qu'on attendait de toucher, on va dire, un gros média. Et on n'avait pas vraiment matière, on n'avait pas un contenu qui pouvait expliciter, comme vous l'avez fait, de manière très synthétique. En plus, on avait Yannick Noah cette année-là en parrain, donc ça a décuplé le buzz, on va dire. Et du coup, effectivement, sur les réseaux, ça a cartonné parce que c'était simple, c'était bien monté et on va dire que c'était la première fois qu'on apparaissait vraiment, outre les médias régionaux. Par exemple, on a déjà eu France 3, on a eu TV Vendée, mais on n'avait pas de médias type et en plus, vous êtes spécialiste du sport en France. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce panel de tout ça qui a permis de buzzer actuellement sur les réseaux. Ouais, on peut féliciter encore nos deux journalistes, Thomas Micot et Enzo Ricci, qui ont fait ce superbe sujet qui explique extrêmement bien ce qu'est le racquethlon. On l'a vu à l'image, Yannick Noah, vainqueur de Roland Garros il y a maintenant beaucoup de temps. On attend encore un Français qui peut-être pourrait gagner un grand chelem, mais Yannick Noah était présent pour ces championnats de France de racquethlon. Comment ça s'est fait? Comment vous l'avez invité? Il a dit oui direct? Ouais, alors c'est un peu je vais parler pour mon président qui s'appelle Jocelyn Gadet. C'est un peu la magie des jeux en fait. Jocelyn a croisé Yannick un soir, je crois que c'était après la cérémonie d'ouverture, il me semble, chez les Paras. Et du coup, à la sortie d'un bar, ils ont discuté. Et puis, il lui a proposé d'être parrain sur les France quelques mois après. Il a retenu son numéro et il a dit, écoute, si je suis dispo, je viens. Et Yannick a tenu parole alors qu'il venait d'être papa la même semaine. Donc, exceptionnel. Jusqu'à les dernières heures, on ne savait pas s'il pourrait se libérer. Et finalement, il est venu. Donc là, ça a été on lui a fait un bel accueil et c'était extraordinaire, quoi, parce que Yannick est très ouvert, il est très fun et je pense qu'il a été impressionné, quoi. Ouais, mais c'est super d'avoir eu Yannick Noah quand même. Victor, ça pourrait te tenter? Toi, t'es comment dans les deux autres sports de raquettes? J'ai compris que tennis, tu maîtrisais bien. Le squash, on le sait évidemment, je rappelle, numéro 1 français, numéro 12 mondial. Le ping et le bat, c'est comment?
Ça va, j'ai tapé la balle. Après, le ping, faut réaliser quand même qu'à un certain niveau, on ne peut pas retourner le service. Exactement. Parce que les effets sont tellement impressionnants que c'est vraiment dur de rivaliser. Donc je pense qu'il faudrait quand même que je m'entraîne un petit peu. Bah, tu vas avoir l'occasion de t'entraîner, on fera une petite démo là juste après. Encore quelques questions pour Mandrin. Comment tu fais pour progresser, Mandrin, au racquetball? Tu te rapproches de spécialistes dans chaque discipline ou alors vous avez un coach qui englobe les 4 sports de raquette? Bah, si tu as la chance d'être dans un club de racquethlon, effectivement là tu vas pouvoir jouer pendant 2 heures, soit par exemple à 2 sports ou plus si affinité. En revanche, moi sur ma pratique personnelle, je me suis effectivement rapproché de spécialistes dans chacun des sports. Ouais. Après, comme je commence à le pratiquer à haut niveau, même si actuellement on n'est pas reconnu en tant que tel, effectivement j'ai plusieurs coachs en squash. Victor connaît bien, Soaikan ou Jérôme Sérusier. J'avais démarré à la base avec Julien Balbo et Franck Dugas. Donc au début sur ma pratique squash, je m'étais plutôt orienté là-dessus. Après tennis de table, il y a tellement de clubs partout. Vous pouvez, et puis là avec le boom des jeux, vous avez des créneaux et des clubs un peu partout. Badminton, je l'ai pratiqué pendant 20 ans, donc maintenant je suis moins dans une démarche de progression, mais plus d'entretien. Ouais. Donc je vais moins le pratiquer. Et en fait, comme on a tous des profils un peu différents, on fait des choix, surtout sur nos sports. Donc il y en a qu'on pratique moins, et après on peut pratiquer également par période. Je sais que moi je suis favorable au stage, par exemple, donc parfois je fais un gros bloc d'entraînement avec plusieurs sports sur une courte durée, et puis parfois à côté, comme on a le travail aussi qui est important, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Oui, c'est ça, il faut le préciser, hein, tu travailles à côté, hein, c'est pas à temps plein. Exactement. Je suppose aussi qu'il y a beaucoup de contraintes matérielles pour jouer au racquethlon. Enfin, alors ping, bad, t'as pas forcément besoin, il peut y avoir un espace un peu commun, mais squash, ça demande des cours, tennis, encore d'autres. Est-ce que c'est un peu ce qui freine actuellement le développement de la pratique, Mandrin? Alors j'ai envie de te dire qu'il y a 15 ans, c'est souvent ce qui ressortait quand on parlait de cette discipline, enfin 15 ans, on va dire 10 ans. Après, nous, on a trouvé 200 sites en France où on pourrait au moins organiser des tournois, donc où il y aurait quasiment tout sur place. Et après, j'ai envie de te dire, si tu as envie de t'entraîner dans une ville, normalement, tu peux trouver les 4 sports pour t'entraîner sur la semaine. Ouais. C'est plus le squash où structurellement, c'est sur les 4 sports, c'est là où il y a moins de cours. Mais tu peux t'entraîner aisément sur les 4 disciplines en choisissant ta programmation, quoi. Mais après, voilà, c'est plus... pour moi, c'est pas un frein. Aujourd'hui, on a 20 tournois par an, donc on exploite, on va dire, que 10% de notre potentiel. Ouais. Donc moi, je suis confiant pour l'avenir et pour l'instant, structurellement, c'est pas un frein. Prochaine compétition pour toi, Mandrin? Alors moi, je devais faire le tournoi de Hong Kong, juste à côté. Vous avez fait les mondiaux il y a quelques semaines. Finalement, j'y vais pas parce que là, je reviens d'une blessure au genou. Donc je vise plutôt la Finlande fin février ou alors la Pologne en mars si jamais c'est pas remis totalement. Bon, c'est pas mal parce qu'on va faire un petit ping-pong après. Je vais affronter quelqu'un qui revient d'une blessure au genou et un autre qui va disputer un tournoi dans quelques temps. Donc ça devrait aller. Je devrais m'imposer normalement. On va voir ça. Mais avant ça, tu parlais d'Yannick Noah qui était présent au dernier championnat de France de racquethlon. On va voir ce qu'il en pense, Yannick Noah, du racquethlon. Écoutons-le. En tennis, on essaie de jouer le moins possible avec le poignet. Alors que quand tu vois le squash, encore le badminton, je t'en parle pas, c'est spécifique. Et donc d'où l'intérêt justement de pouvoir jouer les 4. Et je trouvais, parce que je peux pas te dire quel niveau ils ont dans d'autres sports, mais je te parle de badminton, je me rends pas compte, mais tennis, je trouvais que ça jouait vraiment bien, quoi. Et du coup, je découvre. Enfin les sports individuellement, je les connais, mais comme ça, à ce niveau-là, enchaîner, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. On vous l'avait promis, le ping, c'est parti. Donc on va commencer un match entre Mandrin et moi. Victor, tu arbitres. Et puis ensuite, le gagnant reste à la table. On va faire comme ça, les gars, ça va? Allez, c'est parti. Tu sers? Allez, je sers. 0-0. En 3 points, on fait en 3 points. Allez. Oh, oui, moi je suis comme ça. Ça bloque. Ça fait déjà 2 bandes quand même, Lucien. Aïe, aïe, aïe. 1-0, On ne Mandrin. peut pas perdre à domicile. Il y a du niveau. Hein.
Je peux vous dire qu'il y a énormément de niveaux parce que la table est très petite. Tu dois être Et, On va gagner encore. Normalement, on prend un peu de temps à s'adapter, mais là. Oh 2-1. Voilà, au moins, j'aurais. Bon, Je sais pas pas. grave. Oh non, dommage, il avait Quel l'opportunité. Il a dommage. pris sa chance. Bon, allez à toi, Victor. Je vais récupérer Merci. la balle. Hop. Ah, bah, évidemment, elle est toute derrière. Hop là. Tiens. Allez, je tente la prise, Félix. Voilà, normalement, c'est les deux favoris qui s'affrontent là. Hein. Donc, Mandrin, une victoire. Oh là là. Aïe, 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 aïe. 1-0 pour Mandrin qui, pour l'instant, domine le tournoi. Ah, petite erreur. Avec un service au ping. Ah, ça joue. Hein. Tiens, on tient bien la diagonale. Hein. Ah, ça joue beaucoup en revers. Ouais, je pense que tu peux être pas mal au racquethlon, Victor. Non Ah 2. 2-1, balle de match pour Mandrin. Il va me faire un effet. Après, on passe au bad, après, on fait le tennis et on finit par le squash. Ok, les gars? Ça va. Ah, squash, t'es sûr? Ah Il veut pas attaquer. Oh, 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 Ah. 2-2. Alors, on fait pas de 2 points d'écart. Hein, c'est Merci. premier qui marque 3 points remporte le match. Golden score. Allez, je reprends. Ah Victor. là là. Aïe, 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 Mandrin. 2 victoires. Bon, bah, moi d'affronter. Bah, en Allez. fait, t'as déjà gagné, Mandrin, finalement. Là. On va voir qui est le maillon faible. Voilà. D'argent, médaille d'argent. Allez, La médaille. Oh là 1-0. là. Oh là là, Victor. Oh là là. Ça fait 2. Prends ton time. Ouais. Oh. Yeah. Faut finir en beauté. Je lâcherai pas. Je le droit de servir. Allez, vas-y. Oh non, Lucien. 2-2. Normalement, je résiste bien. Oh Attention, là oui. là 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 là. Ah voilà, vous avez le classement. Bravo, messieurs. Mandrin numéro 1 Bah, Numéro 2. je resterai au squash. Hein. et Victor numéro 3. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs? Déjà, Victor, bah, régale-nous au tournoi Merci. des champions. Hein, donc, ton match sera à 23h sur Sport en France dans quelques heures, hein, finalement. Victor qui affronte Miguel Rodriguez. Et puis, on aura juste avant, à 18h, Grégoire Marche face à Karim Abdelgawad, hein, que tu avais affronté d'ailleurs au premier tour du Paris Squash. Puis, on en aura plein d'autres à venir, avec également des magazines, des reportages, Sport en France, vraiment la chaîne du squash. Mandrin, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir le racquethlon. Et bravo pour ta très belle victoire au tournoi. Je démarre bien ma saison. Voilà, c'est ça. Victoire hier, ouais, je démarre aujourd'hui. Beaucoup de confiance accumulée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment retrouver le squash sur Sport en France et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sport Stream la semaine prochaine. Salut tout le monde, bye bye.